Bonjour à tous, je suis Camille Bouveau-Duval, autrice, compositrice et réalisatrice du podcast Avec la langue. Tous les mois, je reçois une personne qui pratique une forme d'écriture queer. Ensemble, nous discutons de ce que sa langue permet de politique, de ce qu'elle crée comme espace libérateur, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle nous fait ressentir. Choisir ses mots et affûter son langage pour dissoudre la norme et inventer d'autres vies, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Avec la langue, dis-le-moi. Avec ta langue, dis-le-nous. Et aujourd'hui, Avec la langue sort de sa bouche. Pour les 5 prochains épisodes, je serai au studio de la Gaîté Lyrique, à Paris, dans le cadre de la résidence La Fabrique de l'époque, portée par Arte, Artifarty, Make Sense, Singa et Actes Sud. La Fabrique de l'époque, c'est un programme d'accompagnement de projets qui incarne les enjeux de l'époque, renforce la capacité de créer et d'agir ensemble et relie les communautés. Et donc, je suis très heureuse que ce podcast ait pu être reconnu pour toutes ses ambitions. Même si mon petit studio souterrain va un peu me manquer, c'est une bonne nouvelle de pouvoir sortir les savoirs queer d'une place souvent assignée à la marge et de les exposer dans un lieu aussi mainstream, public et populaire que la Gaîté Lyrique. En tout cas, c'est marrant, mon invité aussi sort de sa bouche. Bonjour Mascar. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Avec la langue. Je dis que tu sors de ta bouche parce que la bouche, c'est le nom du cabaret que tu as créé avec 3 acolytes, Soa de Muse, Grand Soir et Billy Bellegarde, c'est ça ? Ouais, tout à fait. C'est notre petite maison, notre petit radeau. Tu es donc artiste de cabaret et aussi autrice d'un premier livre sorti aux éditions Corti dans la collection Rien de commun. Et ce livre s'appelle Belgazou. Tout à fait, ouais. C'est mon premier livre. Avant de l'explorer ensemble, j'aimerais bien que tu nous en lises l'introduction. Avec plaisir. Je regarde les pupilles qui sont noires et je me dis que c'est étrange ce qui est là, tapis derrière le noir de ces pupilles. J'ai la sensation, même quand les moments sont doux, que flotte en permanence un air de violence. Les yeux me disent « tu seras attaqué ». Et les buissons deviennent des ombres juste le temps de mon passage. Je le ressens comme ça. Et en l'écrivant, je trouve ça trop bien en fait, trop écrit comme on dit. Et les buissons deviennent des ombres. Trop lisse, trop beau, c'est bien équilibré et ça ne dit rien de ce que je ressens. Une chose profondément bancale. Bancale, voilà ce que je ressens. Le dire avec le mot qui lui non plus ne va pas rester trop loin. Le mot sera nettoyé de son petit air de toute façon ça ne m'atteint pas. Moi je vais hanter tout ça. On va les maintenir tout près de nos narines, les mots, pour bien les sentir. Je veux faire sentir la sueur quand on a peur, parce que c'est souvent que je sue. Je sue et j'attends. J'attends qu'on reconnaisse enfin toutes les sueurs que mon corps charrie, qu'on le reconnaisse ce corps, c'est-à-dire qu'on me laisse tranquille. Et je veux dire vraiment tranquille, parce que pour l'instant, j'ai surtout l'impression d'attendre. Attendre qu'on me laisse tranquille, mais ça permet pas d'être vraiment tranquille, cette attente. J'ai l'impression que je fais que ça, attendre. Attendre pour vivre pleinement, ou bien attendre la mort, comme ceux et celles avant moi dont je porte les sueurs. Moi, je fais beaucoup de choses, et je crois que j'ai entendu les mots de celles et ceux qu'on a flingués avant moi. J'ai entendu les prières de « Ne tirez pas, s'il vous plaît, je voudrais vivre ». Toutes ces balles logées dans les corps suppliants me rendent hyperactive, j'y peux rien. J'ai souvent dans l'oreille une intuition précise qui murmure quelque chose du style « Tu as entendu les derniers mots de celles et ceux morts bien avant toi, tu as entendu leur peur, avant même d'avoir des oreilles. Tu as entendu et ne t'inquiète pas. Tu as entendu leurs prières inachevées et ne panique pas. Répète après moi. Tu seras attaqué. Et les buissons deviennent des ombres, juste le temps de ton passage. »
Alors dans ce texte, tu reviens sur un moment précis de l'histoire coloniale de la France, Mhm. l'histoire de l'indépendance de l'Algérie et plus particulièrement le sort qui a été celui des Harkis. Oui. Cette histoire, c'est celle de ta famille, puisque ton grand-père, raflé et déporté à 800 km de chez lui à 13 ans, a été forcé de s'engager aux côtés de l'armée française et forcé de quitter son pays pour échapper aux massacres qui ont suivi. Dans l'introduction que tu viens de nous lire, tu dis « J'ai la sensation, même quand les moments sont doux, que flotte en permanence un air de violence ». Plus tard, tu interroges ta mère et ta tante à ce sujet, dont tu retranscris les enregistrements. Est-ce que ce livre, c'était d'abord une sorte d'enquête pour comprendre d'où vient cette sensation ? En fait, ce livre, c'est un long cheminement parce que dans mon parcours, il y a un moment donné où j'ai eu la possibilité d'avoir une grosse salle de théâtre pour faire un spectacle. Et j'avais envie de faire une comédie musicale décoloniale. Je trouvais ça hyper bien de réfléchir à comment nos esprits sont attaqués dès le plus jeune âge avec Pocahontas ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, de montrer comment tout est là depuis très longtemps et de réutiliser la forme pour la mettre à nu et essayer de faire sortir quelque chose de ce poison. Et en même temps, en parallèle, j'étais en train de réfléchir à comment faire entendre quelque chose de ma propre histoire familiale, qui est aussi du coup un témoignage de l'histoire coloniale. Et j'aimais bien l'idée d'interviewer ma famille pour les faire passer un peu de victime à témoin aussi. Parce que ça permet ça, de donner la parole. Et en fait, les deux n'ont pas du tout vu le jour. La comédie musicale a jamais vu le jour parce que ma prod s'est pété la gueule, le théâtre voulait plus, enfin ça a été un carnage. Et ma famille voulait pas être interviewée. Ok. Donc, à part ma tante et ma mère. Mais du coup, c'était compliqué parce que c'était bizarre d'avoir juste 2 personnes. Parce que moi, je voulais essayer d'avoir vraiment une enquête sur toutes les générations, avec aussi mes grands-parents, la génération de ma mère, et puis mes cousins, mes cousines. Et en fait, personne n'était intéressé. Enfin, en tout cas, manifestait pas un intérêt prononcé, quoi. Et du coup, en fait, Belgazou, c'est la rencontre des deux échecs. Ok. Parce qu'il y a des textes qui sont là depuis la comédie musicale. Mhm. C'était une comédie musicale qui d'un coup s'arrêtait et les gens se mettaient à parler. Et du coup, et les témoignages sont des vrais témoignages de ma mère et de ma tante. Et donc en fait, c'est pas tellement un livre qui... Parce que justement, en tant que personne queer, je trouve qu'on se pose la question de la volonté de se... moi, par exemple, ma famille biologique, c'est pas ma priorité dans mon existence. Ok. Et je pense que c'est lié au fait que je suis traversée par une vie de personne queer. Et donc, je me sens pas dans l'obligation de faire entendre quelque chose de cette histoire. Mais c'est juste que je sentais que ça me travaillait quand même. Ok. Et du coup, je me suis dit, si ça te travaille, il faut que tu fasses quelque chose parce que t'as le droit de rien en faire, mais t'y penses. Donc ça veut dire que t'as besoin d'en faire quelque chose. Et du coup, ça a pris cette forme-là, qui est pour moi aussi d'abord une forme d'écrire une langue. Une langue qui raconte, l'impact laissé par une violence coloniale, mais c'est pas quelque chose de l'ordre de la réparation. Mhm. Pour moi, il faut lâcher, en fait. Ok. Il n'y a rien à... C'est juste que je vois que ça fait du bien, ça me fait rencontrer des gens, ça me fait parler avec des gens, ça me met dans un nouveau mouvement. Mais je ne l'ai pas fait pour venger ma race, ou je ne sais pas comment le dire, mais Ok. je l'ai fait parce que j'avais besoin de m'exprimer. Mais mon grand-père est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Enfin, j'avais pas envie de lisser. Ok. Souvent, quand tu écris sur des gens qui sont victimes, Mhm. tu lisses un peu mais sauf que la guerre rend monstrueux tout le monde. Toutes les victimes deviennent des bourreaux aussi, en fait. Pas toutes, mais tu vois ce que je veux dire. La violence, elle est là. Une fois que tu as
c'est comme quand on dit que la plus grande partie des pédocriminels sont des enfants abusés. Bah, c'est la même logique dans la violence coloniale. La personne qui subit le racisme peut devenir raciste. La personne qui... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Comme quand on parle d'homophobie intériorisée, et ben c'est pareil, en fait. T'as un racisme intériorisé, t'as une violence contre toi, contre les autres, contre ceux qu'on considère... Et ça, j'ai senti que la génération de ma mère et de mes grands-parents, ils sont vraiment aliénés à ça. Ce qui est moins le cas de la génération qui vient après moi. Moi, je pense que je suis dans une génération un peu pont. Ok. Et j'ai l'impression que la génération d'après moi... elle a quelque chose de la dignité qui est là. Parce que c'est ça qui est important. Si personne ne t'a regardé avec tendresse et dignité, c'est difficile de ne pas devenir une personne violente. Et là, je vois les gens que je rencontre, qui sont plus jeunes que moi, sont beaucoup plus tendres. Et ça me donne beaucoup d'espoir, ça. C'est des gens du coup que tu rencontres spécifiquement par rapport à quand tu fais des lectures en librairie. Hier, tu étais à la Maison de la Poésie. Ouais. Les gens que je rencontre qui sont plus jeunes que moi, qui sont la 4e génération, c'est plus... avec Billy, on a monté une sorte de petite école mobile de cabaret qui s'appelle Faire Cabaret, qu'on avait fait à Clignancourt quand on avait encore nos murs, et là qu'on fait à Montreuil. Donc on rencontre des gens comme ça qui viennent travailler un numéro de cabaret avec nous. Ok. Et après, c'est des gens que je rencontre aussi dans la vie, quoi. Oui, après les spectacles ou les amis d'amis, ouais. Parce que tu disais à l'instant que tu te sentais rejoindre un mouvement quelque part, ou il y avait quelque chose comme ça ? Non, c'est plus que quand en fait, ce que je découvre, c'est les temps de signature en librairie aussi. Ça, je me sens pas rejoindre un mouvement. Je sens qu'il y a un mouvement. Moi, j'aime beaucoup voir ce qui se passe là en ce moment. Je pense qu'on vit une époque qui est assez formidable, en fait, sur plein de choses. C'est juste que ça paraît effrayant, parce que le présent, c'est toujours effrayant. Mais en fait, je pense qu'on vit une époque assez formidable. Ok. Ouais, je pense que... en fait, c'est con, mais je pense que là, il y a vraiment des gens qui ont 18 ans qui vont tout péter, en fait. Mais calmement, ça va pas... Et j'y crois vraiment. Donc, je donnerai mon énergie, mais c'est juste que moi, j'ai pas 18 ans, quoi. Mais donc, je me sens pas appartenir à... Enfin, mais par contre, j'accompagnerai avec joie et avec force. Et oui, aussi, je vois, c'est vrai, les gens dans les moments de signature, de parler avec des gens... c'est très intergénérationnel. En fait, quand j'ai demandé à Corti, mes premières questions par rapport au fait de publier un livre, c'était de savoir combien il allait coûter. Je voulais qu'il soit pas très cher. Corti, c'est une maison d'édition qui peut avoir des livres très beaux aussi, qui sont un peu plus chers parce ils sont fabriqués vraiment. Et voilà, et moi, je voulais un livre qui soit pas très cher pour cette collection, enfin pour cette maison-là. Pour que ce soit accessible aussi aux plus jeunes, en fait. Aussi, je me suis dit, 12 €, c'est bien. Tu vois ? Ouais. Et ça permet de rencontrer des gens, de sortir un livre à 12 €. Oui, c'est vrai. Alors, t'écris « On va les maintenir tout près de nos narines, les mots, pour bien les sentir ». Et pour faire ça, tu utilises notamment un processus particulier de modification de l'orthographe. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait, moi, j'avais un plan machiavélique parce que moi, je suis docteur, en fait, en lettres. Donc, j'ai fait vraiment tout le parcours académique jusqu'au plus... T'as fait une thèse. Exactly. J'ai fait une thèse. J'ai écrit une thèse pendant 7 ans. Donc, j'ai le Graal de l'université, donc un doctorat. Et dans mon idée, c'était d'être docteur et d'écrire avec une modification orthographique qui fait penser à une orthographe fautive. Et moi, ma grand-mère écrit un français très très fautif, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école très très longtemps.
Et j'avais envie pour le coup, de réparer l'humiliation de la faute, parce que je trouve que c'est d'un snobisme absolu d'imposer à des gens une langue et puis après de les reprendre sur comment, en plus, ils ne la prononcent pas assez bien ou ils ne l'écrivent pas assez bien. Et moi, quand j'étais enfant, je faisais énormément de fautes d'orthographe. J'écrivais en miroir, donc à l'envers, une écriture très très nerveuse, j'arrivais pas à suivre les lignes, j'arrivais pas à faire les belles lettres. Et en fait, j'ai toujours senti l'école et le travail de l'apprentissage de l'écriture comme une domestication d'un geste, en fait. Et donc, le fait de retravailler la graphie d'une manière plus phonétique, c'est une manière pour moi d'aller aussi plus vite à l'émotion, renouer avec quelque chose de l'ordre du geste enfantin, parce que c'était par contre une vraie découverte de pouvoir entendre un son et d'en faire une lettre. Enfin, moi, je me souviens très bien de ce moment où j'ai compris que étagère, ça pouvait devenir sur du papier, écrire étagère, mais sauf que je l'aurais pas écrit comme la grammaire, l'orthographe veut que tu l'écrives. J'aime beaucoup la porosité entre l'écrit et l'oral, en fait. Parce que pour moi aussi, c'est une manière de rester proche de mon héritage, qui est un héritage de l'oralité, parce que c'est un héritage du peuple. Ça fait pas si longtemps que le peuple écrit a accès aux lettres. Et c'est, je pense que c'est une lutte. Ça fait partie. On oublie que ça a été une lutte, en fait, d'apprendre à lire et à écrire. Mais je veux pas tomber dans dans la... On a lutté pour avoir accès à ces outils, mais après, il faut les faire nôtres. C'est comme le cinéma, c'est une mécanique à la base de gens très riches. Et si c'est pour reproduire les codes des gens riches, moi, ça m'intéresse pas. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis que moi, ça m'intéresse pas. Donc si, maintenant qu'on a accès à la littérature, ce qui est assez récent, en fait, j'ai pas envie de faire une littérature de Bourges. Et du coup, ça m'intéresse de faire un livre où, vu qu'il y a plein de fautes d'orthographe, quelqu'un qui en fait des fautes d'orthographe va pas se sentir mal à l'aise en le lisant. C'est important. Et en même temps, il y a ce côté très enfantin que je trouve tendre aussi, en fait. Raconter quelque chose de lourd, de dur, mais avec un geste naïf, mais vraiment naïf. Parce que moi, ça m'amuse de faire ça. Et en même temps, c'est aussi violent. Parce que je l'attaque, la langue française, du coup. Donc, c'est un geste rigolo, naïf, et en même temps, c'est une balle. Donc, c'est les deux. C'est les deux, en fait. Ouais. Et ça, j'aime bien. J'aime bien que ce soit les deux en même temps. C'est très dangereux, du coup, et en même temps, non, c'est très rigolo. Ah, c'est dangereux, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est dangereux. C'est les deux en même temps. Ok. on est tenu alerte presque par, du coup, des objets comme ça qui ont une telle ambivalence. Ouais. Oui, il faut rester vigilant. Et en même temps, tu peux quand même t'abandonner parce que ça va pas te... Mais c'est juste... en fait, la langue française, elle a été extrêmement modifiée avec la réforme qu'il y avait au XVIIe siècle, où en fait, la langue a vraiment... Il y a un mensonge sur la langue française. Comme on l'écrit aujourd'hui, c'est pas du tout le fruit d'une parole qui serait mise en écriture au fur et à mesure. Non, c'est au XVIIe. Il y a tout un groupe d'intellectuels désagréables qui ont décidé que la langue française devait être défaite justement de tout ce qu'elle a de populaire, de toutes les langues du territoire, pour en faire une langue uniforme qui serait idéalement issue du grec et du latin pour la rendre plus noble. Et donc on l'a vraiment dépecée, cette langue. Elle a été dépecée de tout ce qu'elle avait de vivant.
C'est pour ça qu'à chaque fois on dit il y a énormément de règles en français. Mais non, c'est pas des règles. C'est que en fait, c'était une manière de fabriquer une langue qui n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi compliquée cette langue. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas organique. Alors qu'avant, elle était organique. Parce qu'elle était plurielle déjà. Ça n'existait pas le français. C'était les Français. Il y avait des langues selon les territoires. C'est le terroir qui fait la langue. C'est l'espace qui façonne une manière de dire les choses. Et du coup, cette entreprise de fabriquer une unité, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit de manière incandescente. C'est la simplification du réel. Sortir de la transcendance, sortir de la rencontre, du courage de traverser pour rencontrer. Non, on vit une époque d'autoroute. Il faut aller droit dans les choses, il faut que ça aille vite. Plus ça va vite, plus c'est rentable. Et en fait, on oublie que la langue française a subi le même sort. En fait, il y a, je suis pas philologue, mais il y a au moins 3 siècles, quoi. C'est pareil. On a fabriqué du faux, en fait. Comme quand tu vas dans une villa et que tout est reproduit. C'est pareil, en fait. C'est l'obélisque, il est en résine, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. C'est du faux, la En langue. stuc plutôt qu'en marbre. Ouais. Et puis, mais qui fait croire que c'est ancien. Ouais. Ça fait croire. Et on vit dans une langue de mensonge depuis longtemps, ouais. Et je trouve que c'est une manière de le faire entendre. Et du coup, dans ton processus de cette écriture d'orthographe fautée, comme tu l'appelles, parfois, tu vas répéter la même phrase, mais tu vas l'écrire d'une première façon, puis d'une autre façon, en enlevant des lettres, en la fautant de plus en plus. Parfois, les mots viennent se coller et il y a des nouveaux mots qui existent. Je pense par exemple, dans mon souvenir, page 15... Oui, quand tu répètes plusieurs fois, plus tard on dira qu'ils ont trahi l'Algérie libre en se battant pour la France. Et qu'au fur et à mesure, donc cette phrase, tu la répètes 3 fois, et qu'ils ont devient un mot, par exemple, qu'ils ont. Il y a des lettres qui s'en vont de plus en plus. Je voulais dire ça parce que, du coup, c'est pas comme si tu proposais une contre-orthographe, c'est vraiment, tu en proposes plusieurs et tu le travailles aussi sur des phrases auxquelles tu as envie qu'on s'attarde, j'ai l'impression, peut-être ? Oui, en fait, ce que j'aime avec justement cette phrase-là de plus tard, on dira qu'ils ont trahi l'Algérie libre en se battant pour la France. À la fin, la France disparaît dans la répétition. Ça devient comme un fantôme de la page. Ça, j'aime bien. Et en fait, c'est ta tête qui termine la phrase. C'est comme de la musique, en fait, parce qu'en musique... on sait qu'il va y avoir... C'est travailler sur le tempo, en fait. Et du coup, c'est... Quand on dit plus tard, on dira qu'ils ont trahi l'Algérie libre en se battant pour la France. Plus tard, on dira qu'ils ont trahi l'Algérie libre en se... Et on peut... Si tu l'as déjà entendu, ta tête va faire une image mentale de pour la France. Donc ça veut dire que la France devient une image mentale. Et ça, j'aime bien fabriquer... en fait, moi, ça m'intéresse la matérialité du mot. Et du coup, j'aime bien en faire une image fantôme, la faire disparaître, en faire une litanie aussi. La répétition, c'est super important, la répétition. Après, moi, mon métier, c'est d'être comédienne aussi, donc c'est pour ça, je pense. mais je sais pas, je trouve que répéter les choses, ça les fait... on les entend d'une autre manière quand on redit. Et moi, ça m'intéresse. Là, dans une des rencontres dans une librairie, il y avait une personne qui était là et qui m'a dit, moi, je suis prof à la fac et demain, je fais un cours où, dans un texte, je crois, d'Empédocle, un truc comme ça, où il y a... ça part. Et j'étais là, d'accord. Allez, c'est parti pour Empédocle. Et il me disait juste, je me rappelle plus parce que moi je suis pas, je fais pas de grec, mais qu'il allait utiliser en fait un mot qui veut dire sacrifice, sauf que quand il est dit d'une manière avec
une syllabe sur laquelle on appuie, le mot devient massacre en grec. Ok. Donc en fait, ce qui m'expliquait, c'est que d'un coup, c'était un texte qui parlait d'une ferveur collective pour sacrifier quelqu'un, et que d'un coup, vu qu'il était prononcé un tout petit peu différemment, ben, les gens avaient moins d'engouement, parce que passer du sacrifice au massacre, c'est pas la même idée. Et je trouvais ça hyper beau que ça repose simplement sur une syllabe qu'on appuie et qui d'un coup fait entendre autre chose. Et moi j'aime bien cette idée de faire entendre autre chose, parce que vraiment on est tellement entouré d'une fabrication du réel qui ne dit pas en fait, qui ne dit pas ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera, qu'on est toujours un peu obligé de chercher à retrouver un vrai chemin de sens. Et j'ai l'impression qu'en secouant un peu les mots, ça marche, quoi, tu vois. C'est hyper intéressant parce que du coup, je vois quelque chose dans ton texte que j'avais pas forcément vu, qui est cette présence du fantôme. En fait, t'en parles, tu l'écris même, t'écris fantôme, etc. Mais ces présences de choses qui, du coup, sont présentes mais ne sont pas là, c'est vraiment l'idée du fantôme, quoi. Et d'un autre côté, et on va voir ça plutôt dans la deuxième partie, mais en contrebalancement, peut-être ce qu'on peut faire de son corps et d'être vraiment... Enfin, voilà, juste, je trouve ça trop cool. Alors, dans ton livre, on comprend qu'il y a deux écueils possibles avec la langue. D'une part, de faire des phrases trop esthétiques, lisses et belles, et passer à côté du ressenti qu'elles devraient traduire, mais aussi mentir et entretenir le mensonge par le simple fait d'utiliser la langue des menteurs. Tu écris « La langue notariale est ma langue maternelle, ça s'appelle la langue française ». Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui, bien sûr. Moi, je suis assez proche de la pensée de Paul Celan, qui écrivait en allemand, dont la mère a été déportée et tuée dans un camp. Et Paul Celan, il est né dans une partie qui, je pense, aujourd'hui serait en Roumanie, je crois. Il faudrait vérifier. Et c'est pas sa langue maternelle. Il a choisi d'écrire dans la langue qui a tué sa mère. Oh. C'est un choix. Et il appelle ça la langue grise. Et moi, pour le coup, la langue française, c'est ma langue maternelle. Mais j'ai besoin d'en faire de la mettre un peu à distance, parce que c'est une langue qui a beaucoup de sang sur les mains, en fait, la langue française. Et quand tu fais de la littérature ou de l'art en général, c'est un peu comme si ce serait un contrepoids à la violence impériale, coloniale. Comme si, oui, mais l'art quand même. Et moi, en fait, c'est ce que j'ai dit un jour là dans une interview, je crois. Les soldats nazis dans les années 60 au Congo, ils tuaient les forces révolutionnaires l'après-midi, et le soir, ils allaient écouter de l'opéra. L'art n'a jamais... ils se sont jamais dit à un moment sur un fauteuil « Oh, faut que j'arrête ». Pour moi, on n'est pas un rempart à la barbarie. Ok. Et c'est un peu vertigineux de dire ça, parce que je sais que... on essaye. Ouais, mais pour moi, c'est l'acte révolutionnaire, il est dans le réel. L'art, il permet pour moi de se donner du courage ou de montrer qu'on n'en a pas. C'est ok aussi. Enfin, on peut être à l'endroit de nos renoncements quand on fait les choses. Mais je pense pas qu'il y ait d'héroïsme sans prise de risque. Ok. Mais voilà, c'est mon point de vue. C'est pas une vérité générale du tout. Et du coup, le fait d'écrire et de publier des choses en français, pour moi, c'est pas une manière de lutter contre l'Empire, c'est juste une manière de le rendre plus... Enfin, d'accepter mon existence ici aussi. Et je trouve ça important de le dire, quoi. Ok. Après, c'est assez dur comme vision, ça je me rends compte.
Mais j'avoue que c'est vraiment ce que je pense. Donc, Ok. Mon papy parle français avec un accent à couper au couteau. Et moi, non. Moi, je parle un français tout beau, sans couteau. Mon français est parfait. J'ai compris que moi, je parlais le français comme les soldats qui ont capturé mon papy. Ma voix est celle d'un soldat de métropole, un français tout lisse. Mon papy, quand je lui demande de me parler de l'Algérie et de la guerre, ça doit lui faire tout drôle parce que je parle comme la police. Et lui, autant avant, il était obligé de répondre aux soldats qui parlent tout lisse comme moi. Mais maintenant, il peut choisir le silence, sans que ce silence mène à la torture. Mon français pue la salle d'interrogatoire et mon papy a le droit de se taire. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Moi, je parle un joli français. Mhm. C'est l'idée de l'assimilation, de l'intégration. Qu'est-ce que... Quand tu... Enfin, moi, j'ai pas de lien avec avant mes arrière-grands-parents. Je sais pas du tout. Même mes grands-parents, c'est un peu la fin de... Et justement, en tant que queer, je pense que c'est lié à ça. De toute manière, j'ai pas un attachement... Je me dis pas, ah là là, qu'est-ce que je n'ai... Par exemple, je suis jamais allée en Algérie. J'ai pas envie d'être sur les traces de ma famille. Je suis pas quelqu'un de romantique au sens... allemand du terme, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mon truc. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ça me fait chier d'avoir eu une enfance pourrie, d'avoir eu une mère abîmée par le racisme, qui n'a pas pu se réaliser en tant que personne. Ça me fait chier, je trouve que c'est profondément injuste, ça. Et c'est juste que moi, je suis tellement assimilée que, moi, ma présence, elle est agréable pour les personnes. Enfin, c'est agréable. Je veux dire, je suis pas une personne voilée, je suis pas une personne. Tu vois ce que je veux dire ? Je mets pas mal à l'aise la France, la France même. La France Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça, c'est troublant aussi, quoi. Tu vois, parce que. Enfin, je suis une intellectuelle et j'aime. Enfin, voilà, je suis pas autrement, mais c'est juste que je me dis toujours comment on continue la lutte, quoi. L'émancipation, l'autodétermination, pour tout le monde, en fait. Parce que, comme elle le disait, Marielle Franco, tu vois, tant que tout le monde n'est pas libre, personne n'est libre. Moi, j'y crois vraiment à ça. Dans le texte, je le dis, quand une personne meurt, c'est tout le monde qui meurt ensemble, toujours. Je le sens, vraiment ça. Mais c'est pas quelque chose de cérébral, c'est une vérité du corps, quoi. Et comment on continue la lutte véritable, quoi. Le mensonge, c'est cette étiquette de traître qu'on a collée à ton grand-père. Ouais. C'est l'étiquette de sale arabe qu'on a collée à ta tante et qu'elle appelle son titre honorifique. Ouais. On va écouter James Baldwin parler de ce qu'une insulte produit sur les êtres à travers les générations. My father finally went mad. Mon père a fini par devenir fou. And I understood when I became a man Et en devenant adulte, j'ai compris pourquoi. how that could happen. It wasn't that he didn't love us, he loved us. Ce n'était pas qu'il ne It nous wasn't that he aimait didn't pas love his ou wife, qu'il n'aimait pas our sa mother. femme. He loved her, Il nous aimait. but he couldn't take it. C'était qu'il n'en pouvait plus. C'était Day after day, insupportable, hour jour after après hour, jour, heure après being treated heure, like a nigger. d'être traité comme un nègre. On that job and in those streets. À son and boulot, on dans those les subways. rues, dans le métro, And then coming home to his children, et de who didn't rentrer à la understand him maison at all, totalement incompris par ses enfants, who were moving further and further away qui from him 'cause they were s'éloignaient afraid de of plus him. en plus parce And qu'ils avaient peur also, de what is lui, even worse, afraid of the et peur situation, de the cette condition condition which he qu'il represented. représentait. He was, after all, for a kid, Quand tu es enfant, you tu begin penses to que see ton when you're père called a nigger, est le roi du monde. you Tous look at les your enfants le father, pensent. because you think your Et father tu can vois rule ton the world, père every se kid laisser thinks that, traiter de nègre you know, and your father cannot do anything et ne about rien it. pouvoir y faire. And then you Et tu begin to commences à despise your mépriser father ton and you père realize, et tu te oh, dis, that's what a c'est donc nigger ça, is. être un nègre. And it's not your father's fault. Et ce n'est pas la faute de ton père, And ce it's n'est not pas de ta your faute. fault.
It's the fault of the C'est la power, faute de people who ceux qui hold the détiennent le power. pouvoir, 'Cause they had deliberately car ils ont trained your délibérément father to be entraîné a ton slave. père à être un esclave, And they deliberately calculated ont that if délibérément he is a slave, calculé you will be a slave. que s'il You est un will also esclave, accept it. tu seras And it'll go un on forever, esclave. and slavery will last 1,000 years. But Et l'esclavage durera des milliers d'années. And believed. And now the bill is in. Et maintenant, c'est le moment de l'addition. And they want from me Et ils attendent de moi ou de toi sympathy and de la understanding. sympathie et de la I understand compréhension. it all too well. Je ne comprends que trop bien la And I situation have all the sympathy et j'ai in la the plus grande world sympathie pour ce désastre for that spiritual spirituel. disaster. But I have no pity. Mais je n'ai pas de pitié. The bill is C'est le moment de l'addition. Nous l'avons payé. now Maintenant, it's your turn. c'est votre tour. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ce moment-là qui dure encore un peu, mais c'est parce que, c'est quoi, c'est les années 70 non Ouais, 1971. Voilà, ouais. Bah, on est encore à table. Ils n'ont pas encore fait l'addition tout à fait. C'est ce qui est en train de se produire, mais moi, ce que j'aime beaucoup avec James Baldwin, c'est cette manière toujours précise et poétique de raconter, de dire, et c'est une des personnes qui me donne le plus d'espoir, moi, Mhm, parce que c'est une personne qui a été violentée très très jeune mhm. et qui a une énergie vitale de dingue, nous, notre écueil, c'est de perdre la flamme, parce que justement l'addition, on l'a payé, enfin ça fait un moment qu'on sait qu'il est temps. D'ailleurs, là, j'ai vu qu'il y avait un descendant d'esclavagistes qui avait présenté de véritables excuses là hier ou aujourd'hui, je crois, à Nantes. Ok. Et voilà, donc c'est en train de se passer, mais nous, on peut perdre la joie facilement. Quand je dis la joie, c'est pas un truc... c'est justement quand James Baldwin il est connecté encore à son enfant, mais l'enfance véritable, quoi, l'émerveillement de l'existence, l'espèce d'euphorie à vivre. Et ça, c'est super beau chez lui. Et c'est ça que nous, on peut perdre petit à petit parce que c'est trop injuste. Donc, du coup, au bout d'un moment, tu peux être de plus en plus affecté, t'anesthésier, chercher à te dissoudre parce que on est tellement dépositaire de siècles de violence que parfois c'est la seule échappatoire. C'est la seule manière de s'échapper, ouais. Et je pense que il dit très bien en fait cette honte qui se communique, l'éloignement. Moi, après, pour le coup, j'ai jamais eu honte de ma mère. Ça, c'est marrant. J'ai toujours gardé justement ce truc de l'enfance de ma mère, elle est super. Ce qui est complètement fou, parce que personne est... Mais j'adore en fait avoir gardé quelque chose à soi de cette enfance-là, mais qui se communique d'ailleurs plus dans le non-humain en fait. Je pense que c'est... Moi j'étais très proche des arbres quand j'étais enfant. Mhm. J'étais très très proche du monde végétal. Et on pourrait se dire que ça n'a rien à voir, mais en fait, au moment où je parle de peinture rupestre dans le texte, et pour moi c'est exactement ça, c'est le bois devenu carbone qui permet d'écrire, quoi. Et puis c'est du papier, c'est quand même des arbres, c'est quand même du végétal, un bouquin, mais j'ai l'impression d'être complètement alignée en ce moment par rapport à ça. James Baldwin, c'est un émerveillement, quoi, de le lire. Des fois, moi, quand je vais pas bien, je lis Chasser de la lumière. Ok. C'est vraiment un livre totem pour moi. Quand tu sais, les journées où d'un coup t'as un vertige de te dire putain, trop injuste aujourd'hui, enfin tu vois. Et ben tu le relis ce livre et ça remet une pièce dans la machine. Trop bien. Une reco pour les jours tristes. Ouais, exactement. Ouais.
Je vais juste dire du coup que l'extrait qu'on vient d'écouter, c'était James Baldwin au micro de Nikki Giovanni dans l'émission Soul, qui est une émission de télévision qui passait sur la télé américaine dans les années 70. Et cet enregistrement date de 1971. Une mini-biographie sur James Baldwin pour les personnes qui ne connaîtraient pas aussi. James Baldwin, il est né en 1924 dans le quartier de Harlem, à New York. Écrivain noir et gay, il a écrit toute sa vie sur les effets du racisme dans une société américaine blanche qui refuse d'assumer son histoire. Écrasé par cette culture, puis craignant pour sa vie, il s'est exilé en France dans les années 40 puis 70, où il est décédé en 1987 en Provence, à Saint-Paul-de-Vence. Alors, aux côtés de Audre Lorde et de la Commune de 1871, mais aussi de Ratus, le petit rat pour apprendre à écrire. Il fait partie des personnes que tu remercies en première page de ton livre. Est-ce que tu peux nous parler de certains de ces personnages de tes remerciements ? Ouais. Celui que tu veux. En fait, c'est vrai que ça prend la forme de remerciements, mais c'est presque plus comme une invocation. Ok. Tu vois, c'est une liste, il y a écrit, mais c'est pas pour Ok. ou à, c'est vraiment juste les noms les uns après les autres. Ok. Et du coup, en fait, c'est un peu comme une cartographie de gens. La famille Cahen, c'est ma famille. J'ai pas donné les noms en entier. Link Wray, c'est un guitariste qui a fait une chanson qui s'appelle Rumble, qui est la première chanson sans paroles à être interdite par dans les radios américaines parce que c'était trop une invitation à l'insurrection. Avec des guitares saturées. Ouais. En fait, la guitare électrique, c'est ce qui donne le son originel de la distorsion, c'est le fait que les amplis surchauffent. Donc c'est l'idée qu'il y a une surchauffe. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. En fait, c'est un feu, la guitare électrique, c'est un feu qui prend. Et parce qu'à l'époque, les amplis étaient à lampe. Donc c'est vraiment, ça a chauffé pour de vrai, quoi. Et du coup, pour moi, cette chanson, donc ce morceau, il est justement, vu qu'il n'a pas de paroles, mais c'est vrai que t'as envie de tout brûler, je trouve, quand tu l'écoutes, cette chanson. Et j'adore qu'il n'y ait pas de mots. Parce que tout passe par le geste de la guitare. La commune, c'est parce que la commune, c'est le dernier moment, justement, de très grosse insurrection, où l'insurrection venait de l'intérieur, puisque c'est une guerre civile. C'est un peuple qui se soulève et qui est réprimé par l'armée de son État. Donc c'est vraiment parler de l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de l'ordre public, enfin du désordre public surtout, parce que le travail de la commune est impressionnant d'ordre dans le sens d'organisation. Ouais. Mais pour moi, ce qu'on vit aujourd'hui en tant que descendant de personnes colonisées, on dérange l'ordre établi de la même manière que les communards le dérangeaient, dans le sens où, avant, la mer Méditerranée séparait deux régions françaises, la Provence d'un côté, l'Algérie de l'autre. Ça faisait partie de la France. Donc il y a un moment donné où on était les ennemis de l'intérieur. Et je pense que si aujourd'hui on a autant de mal avec l'histoire coloniale, c'est qu'il y a toujours cette peur de l'ennemi de l'intérieur. Sauf qu'on n'est plus à l'intérieur. Mais en même temps, on est à l'intérieur de l'Empire. Enfin, c'est encore les fantômes là qui travaillent, les fantômes de l'Empire qui travaillent, quoi. Et Audre Lorde, c'est que c'est vraiment c'est comme on dirait Audre Lorde, c'est mon rep et James Baldwin, c'est ma mère, quoi. Ok, trop bien. Wow, c'est ta famille choisie. Non, mais c'est que c'est pareil, c'est des gens qui restent tendres, rigolos, malicieux, dragueurs, fun et profondément. Enfin, c'est un délire, quoi, la littérature d'Audre Lorde. Moi, je sais pas, à chaque fois que je finis un de ses livres, j'ai l'impression de dire au revoir à quelqu'un avec qui j'ai passé des super vacances, quoi. Ok. Et d'être un peu triste. C'est la fin de la colo, quoi. Ok. Amis ou enfin, je sais pas, c'est des livres. Puis je trouve que c'est justement ces livres qui sont du côté des gens qui ont fait plusieurs boulots, qui ont pas des vies académiques.
mais au sens premier, tu vois. James Baldwin, justement, il dit ça. Il dit « Je ne peux pas être pessimiste parce que je suis profondément plein d'espoir, parce que si je suis pessimiste, ça veut dire que je considère que la vie est une chose académique. Et non, c'est pas une chose académique. C'est transcendantal, la vie. Tu traverses, tu rencontres, t'es étonné. C'est ça, l'existence. Ok. Et je trouve que autant Audre Lorde que Baldwin, c'est des gens qui te font sentir ça, ouais. À un moment dans ton livre, t'écris « Je suis l'erreur dans le massacre ». Ouais. Et je me suis demandé si c'était de cette erreur que t'avais fait ton nom, Mascar. En fait, Mascar, c'est un mot en occitan. Ok. Ça veut dire sombre, trouble. Mascar, par exemple, mascara. Le mascara, c'est un mot d'occitan. Ok. Qui se prononce d'ailleurs mascaro, parce que le A final, c'est un O en occitan. Moi, j'ai fait l'école occitane, hein, c'est pour ça que je suis calée en occitan. Et en fait, j'aimais bien... et l'occitan, c'est un français d'avant le français centralisé. Je sais pas pourquoi je m'appelle comme ça, précisément. Je me souviens juste qu'un jour, je me suis appelée comme ça, mais je sais plus exactement. Sauf que j'aime bien cette idée de trouble. La mascar, c'est aussi, tu sais, les pelages des bêtes qui font des dessins. Tu vois, mais autant une vache qu'un chat, le dessin du pelage. Ok. Qui est du coup une sorte de peinture un peu, tu vois. Et c'est aussi ce que j'aime bien, c'est tu sais, le mascaré, c'est un courant qu'on a plutôt vers l'ouest, tu vois, vers Bordeaux et tout ça, où c'est l'eau de la mer qui rencontre le fleuve. Oui. Et ça fait un courant, une vague qui est très peu visible à la surface, mais qui est assez profonde. Ok. Et j'aime bien cette idée de choses un peu... moi, j'aime bien le côté... les fleuves qui sont forts, les courants. J'aime bien ça. Okay. Ça se voit pas, tu vois, mais ça transporte. Ok. Ça, j'aime bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'on entend aussi mascar, massacre. C'est vrai. Des fois, les gens m'appellent Pascal aussi. Je trouve assez drôle. Pas de rapport. Non, je pense que c'est juste mascar, Pascal. Et Grand Soir, des fois, il l'appelle François. Okay. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte un groupe François et Pascal. Ouais. Ok. On voit déjà un peu, peut-être Musette. Parfois, les autres personnes ne comprennent pas la violence qui nous traverse. J'entends à la radio, il faut imaginer que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a 1000 frappes quotidiennes sur un territoire plus petit qu'un département français. Et pourquoi il faut imaginer ? Pourquoi il faut un travail de l'esprit pour se rendre compte de la catastrophe ? Nos corps le savent, tuer une personne, c'est mourir ensemble toujours. Nos corps le savent, mais ils n'ont pas la parole. Les corps sont silencieux et les esprits très bavards. Moi, je veux pas imaginer. J'ai pas besoin de le faire pour ressentir la détresse. Je voudrais les tuer, les imaginaires. Nos corps savent que les imaginaires sont de drôles de violences. Nos corps ont été blessés par les actes issus d'imaginaires et nos corps ne sont plus surpris. Tous nos corps savent. Et Belgazou dit « Arrêtez d'être surpris. Arrêtez la sensation. Nos corps violés, battus, humiliés savent compter. Nous sommes trop pour que ce soit une surprise. Nous sommes trop depuis trop longtemps pour que ce soit une surprise. Arrêtez de jouer à la surprise, car nous savons que c'est un mensonge. Les corps le savent. Nous allons laisser vos corps vivre, mais nous allons détruire vos imaginaires. Nous sommes déjà en train de le faire, dit Belgazou. Je ne veux pas m'imposer à vous, dit Belgazou. Je veux faire disparaître votre reflet dans le miroir. Entendez-vous mes poils pousser en vous ? Un jour vous en serez recouvert et ce jour-là, vous ne saurez plus vous retrouver dans le reflet d'une vitre. Et on voit peut-être poindre un petit sourire sur Belgazou. L'esprit comme on l'entend en France va disparaître et c'est une bonne nouvelle. Ça va nous faire du bien. Et puis ça va soulager aussi. C'est une grave folie d'avoir séparé l'esprit du corps, comme ils disent. C'est très grave. Je me dis parfois qu'il faudrait que les mots soient lourds, pesants comme des pierres. Il faudrait que les mots aient un poids, une odeur, une enveloppe physique,
parce que l'imaginaire est dangereux et on ne peut pas l'attraper facilement. Par exemple, l'imaginaire fait qu'on peut dire milieu modeste plutôt qu'exploité, sans que ça nous arrache la gueule. Parfois, j'aimerais que les mots prononcés nous sautent à la gueule, comme quand les bombes explosent. J'aimerais que ça éclate à la gueule de celles et ceux qui passent leur temps à jouer avec la réalité. Moi, ça me ferait du bien de voir leur gueule se faire éclater par les mensonges qu'ils prononcent. Mais ça marche pas comme ça. Les mots peuvent être dits sans que ça les fasse trembler. Par contre, les corps, eux, savent montrer les mensonges. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On voit les corps qui mentent beaucoup. On voit leur posture derrière la nuque, les épaules qui se mettent à parler, les yeux, les chemins de la peau. Ça, on le voit. Mais ça ne parle pas une langue écrite, ça ne parle pas français, les mensonges qui se montrent. Le français, c'est pour les mensonges qui se cachent dans les corps. Belgazou est une bête qui me permet de gémir. Moi, j'ai vu gémir Belgazou dans 2 endroits pour l'instant. Le premier, c'est une glycine, plus précisément sous une glycine. Gémir et pleurer sont des actes durs pour moi, car j'ai honte. J'ai honte, et plus encore, j'ai honte d'avoir honte. Alors je revois les yeux de ma mère qui gémit et pleure beaucoup quand je suis là, et je me dis que je la trouve toujours très belle quand elle fait ça. Ça me donne du courage pour le faire moi aussi, sous cette glycine. C'est une glycine dans le 18e arrondissement de Paris. Il y a des gens à la retraite qui font du jardinage, des personnes pas à la retraite qui se roulent des pelles, des personnes qui écoutent de la musique urbaine, quel mot de merde, encore un mot imaginé pour annuler le réel. Musique urbaine, musique du monde. Dans ces moments-là, on entend Belgazou hurler à la lune. Il y a sous cette glycine des gens qui ne se ressemblent pas et tout se passe bien. La glycine porte toujours mes larmes avec beaucoup de douceur. L'autre espace dans lequel Belgazou peut exprimer ses larmes et ses gémissements est également situé dans le 18e arrondissement de Paris. Il s'agit d'une salle de sport installée dans une ancienne manufacture. Je le sais car l'architecture est celle des manufactures. Il y a une verrière. C'est souvent que les usines en ville se transforment en salle de sport. À la salle de sport, je répète les mêmes mouvements, beaucoup de fois. J'ai souvent répété les mêmes choses et ça ne me satisfait pas autant. Quand j'ai répété par exemple qu'il était temps que la France assume son passé colonial, ça m'a pas fait du bien. Je l'ai dit en réunion, en soirée, en interview, dans des dîners. Je l'ai dit sur scène, devant un micro. Je l'ai beaucoup répété. Et plus je le répétais, plus je sentais quelque chose s'éteindre en moi. Alors que quand je suis sur un rameur, je répète le même mouvement et la multiplication me procure de la joie. Et ce matin, il y avait écrit sur le petit écran digital du rameur de la salle de sport que j'avais parcouru 2 km en 12 minutes. J'ai ri d'abord parce que je n'avais pas bougé de la salle de sport. Mon esprit a trouvé cette information idiote. Mais c'est après que j'ai compris. Quand je me suis installée sur la machine abductor, j'ai lu, au bout de la 6e série que j'avais soulevée, 1500 kg en tout. 20 kg par 20 kg. J'ai ri encore. Il y avait un petit rayon de soleil et je me suis vue ensoleillée car il y avait un miroir en face de la machine abductor. J'ai vu mon visage tout à l'effort avec le rayon de soleil aussi et j'ai commencé à geindre d'effort et de plaisir. Le plaisir de sentir le soleil sur moi et aussi, je crois, le plaisir de rencontrer mon reflet un peu par hasard. J'avais oublié le miroir parce que j'étais tout à mon corps, en train de jouer avec lui. Et puis en relevant la tête, j'ai vu le soleil sur mon front. J'ai pensé, c'est en moi que j'ai fait ces 2 km en 12 minutes. Et c'est en moi que j'ai déblayé 1500 kg. Ce matin, dans le bruit de la fonte, j'ai vu Belgazou dans chaque goutte de sueur. Et pas que les miennes de gouttes. Non, j'ai senti Belgazou dans chaque goutte de sueur. Et j'ai gémi plus fort. Belgazou est né de l'accouplement d'une hyène et d'une louve. C'est une bête chanteuse qui vit dans ton système nerveux. Dans cet extrait, c'est elle en même temps que toi qui parlait. Et vous parlez des savoirs du corps qui s'allument par la répétition des gestes, là où les mots s'éteignent par épuisement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est les corps. Je pense que on est profondément reliés, quoi.
on respire le même air, Mm. on est éclairé par le même soleil. En fait, il y a... Enfin, je veux dire, je suis pas en train de partir en délire mystico ardéchois, tu vois, mais c'est juste pour Dommage. dire... Mais je pense qu'il faut se reconnecter, qui est un mot qui va pas d'ailleurs, reconnecter, ça marche pas, parce que c'est trop lié au box internet, tu vois. Ouais. Ça marche plus ce mot, mais en tout cas, il faut se relier à notre condition de vivant. Mhm. Et je pense que les corps, quand ils se retrouvent, ils ont leur propre cérémonie, quoi. Sans nous, enfin sans nos têtes. Mhm. Mais je pense que c'est tout le temps, en fait. Et là, par exemple, on est 2 dans cette salle, bah, on a 2 rythmes cardiaques qui sont là ensemble. Mhm. On respire, on régule notre température, on partage déjà quelque chose sans avoir dit un mot. Mhm. Et je pense que quand on a la conscience aiguë de ça, de se dire que tu partages le même air que la personne qui fait la manche dans la rue devant toi, que tu partages la même régulation thermique, tu peux plus te sentir loin. Mhm. Voilà. Et avec Belgazou, tu parles de joie et de jeu. Tu dis je joue avec mon corps. Ouais. Et du coup, je me disais que ça pouvait être un moment dans l'interview où on parle un peu aussi de ta pratique de cabaret. Ah oui, oui. Ouais. Parce que du coup, tu parlais d'oralité tout à l'heure, mais tu en parlais par rapport à un savoir populaire. Mm. Dans le cabaret, moi, j'ai pas eu encore la chance d'aller à la bouche et de vous voir. Mais du coup, j'imagine que c'est aussi une manière assez justement consciente, de manière aiguë de son corps dans l'espace, le fait que tu puisses le costumer, le fait que tu puisses décider d'avoir une voix parlée ou une voix chantée. Oui, après, moi, j'avoue que j'ai un rapport à la vie et au cabaret qui est dans le chaos total, toujours. Ok. Donc, c'est pas... Après, j'ai fait des écoles de théâtre et de machin et tout, donc j'ai un bagage, comme on dit, mais moi, je suis un carnage, hein, dans le sens où le cabaret, ce que j'adore, c'est que je fais des roues libres, je fais des impros. En fait, ce que le cabaret m'a appris, c'est que j'étais quelqu'un de rigolo. Je savais pas. Parce qu'avant, on me donnait beaucoup des rôles très sérieux, très, très deep, très profonds. Ok. Et quand j'ai commencé à faire du cabaret, j'ai commencé à faire des blagues. Et ça m'a réchauffée, en fait. Moi, j'étais quelqu'un de très sérieux dans ma vingtaine. Je faisais ma thèse, je lisais Le Monde diplomatique tous les matins. J'avais j'étais quelqu'un, j'avais un sérieux un peu rigide, je pense. Ok. Ouais. J'avais un peu peur, je pense, de vivre. Ok. Mais du coup, j'avais une vie un peu voilà, je regardais tous les films de Peter Watkins et voilà, enfin, tu vois, c'était Ok. un peu une vie un peu ciné-club. Et le cabaret, moi, m'a fait rigoler. Ça m'a réchauffé. Ça m'a détendu. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de donner aux gens. J'ai envie qu'ils soient détendus aussi. Ok. Mais comme au hammam, tu vois, t'es détendu, t'es bien. J'ai envie que les gens, ils soient bien. Parce que moi, les artistes de cabaret que j'ai rencontrés, ils ont commencé à m'émouvoir et à me faire rire. Et du coup, j'ai envie de donner ça maintenant aux gens qui viennent nous voir, quoi. Et pour les personnes qui lisent ton livre et te découvrent comme ça et te connaissent pas par la bouche, tu penses qu'il y a quoi qu'on peut retrouver de ton écriture dans le cabaret ? Dans Belgazou, il n'y a pas beaucoup de blagues. C'est vrai. Non, C'est il y a pas- juste Belgazou qui esquisse l'ombre d'un sourire à un moment donné. Ouais. Ouais, mais c'est pas un sourire... c'est un sourire carnassier, plutôt. Mhm. Non, il n'y a pas beaucoup de blagues, mais je pense que ce qu'on peut retrouver, c'est le goût de dire, quoi. Ok. Parce qu'on le sent dans le livre, ça. Mhm. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils le disent, en fait. Qu'ils ont envie de le dire. À voix haute ? Ouais, Ok. je pense que c'est ça.
On arrive à la fin Ouais. de cette interview. C'est le moment pour moi de te remercier, Mascar. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à la Gaieté Lyrique et à l'équipe de la Fabrique de l'Époque pour cette résidence. Merci aux auditeuristes d'Avec la Langue. Si vous voulez continuer cette discussion, je vous invite à venir en commentaire sous le post Instagram pour en parler ensemble. Et maintenant, c'est l'heure de consulter la libraire. Cette fois-ci, je me suis rendue à Nice dans la mythique librairie Vigna, tenue par Marie-Hélène et Françoise. Tu connais la librairie Vigna ? Pas du tout. Bah, écoute, À Nice ? à Nice, Je ouais. suis jamais allée à Nice, je crois. Françoise m'y a partagé une sélection de livres queer et lesbiens qui, à travers l'histoire, ont inventé des usages révolutionnaires de la langue. Trop sympa. Sympa, Françoise. Sympa, ouais. C'est Ça pas donne envie d'aller à Nice. Pascal et François. Parce C'est qu'elle une autre- voilà, c'est une autre ce sera le Françoise. nom de notre librairie, je pense. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire. Les livres des monstres nous guident vers la lumière. Je suis à Nice, en chemin pour aller à la librairie Vigna. C'est une librairie dont tout le monde m'a parlé. Tout le monde m'a dit « Ah, tu vas voir les Vigna, elles sont super, je les adore ». Donc c'est apparemment des personnages illustres. Donc effectivement, là j'arrive vers la librairie. Je vois un drapeau arc-en-ciel. Je vois Françoise. Oh, les photos du Bancourt. Bonjour. L'équipement complet. Ça enregistre direct. Vous vous êtes sauvés hier soir. Oui, c'est vrai. Bon, vous n'étiez pas emballés par le carnaval. Le cuir d'aval. Non mais on était mal placés, on n'a pas bien notre profité. Non, mais moi j'étais très bien passée. Je me suis mis avec des copines qui Ah étaient ouais, t'as plus bien fait. bas. Marie-Hélène, elle aime saluer ses Et oui, et amis surtout qui je les fais des font. grands signes à toutes les personnes que je Ah oui, connais, que personne ne voit. que mais personne c'est ne pas voit, grave. mais On a l'impression de... je suis à fond. J'ai prévu de dire tout ça. c'est génial. Un blog littéraire, on dit comment? Un podcast. Un podcast. Je disais tout à l'heure, on est des libraires bizarres parce qu'on est surtout des libraires d'occasion, pas des libraires de neuf. On s'est mis au neuf en cours de route. Ok. Mais quand on a ouvert, c'était en 2011, on avait ce projet de faire une librairie sur nos cultures LGBTQIA+, et féminisme, surtout LGBTQIA+, au départ, je dois dire. Et puis, les autres librairies qui s'étaient lancées dans la même aventure un peu avant nous avaient toutes fermé en province. On s'est un peu renseigné, on s'est dit, on va pas faire mieux que les autres, donc il faut trouver autre chose, autrement. Ok. Et c'est là qu'on s'est dit, on va essayer le livre d'occasion. Et on s'est lancé, c'était un peu dingue. Pendant 2 ans, on a chiné, enfin surtout Marie-Hélène. Enfin, au début, je chinais aussi. Et puis on a ouvert en 2011 avec 3-4 000 livres. Et aujourd'hui, Ok. on en a 12 000. C'est pour dire que les livres, ça fait des petits. Ok. Et puis les temps ont changé aussi. Il y a eu beaucoup de propositions éditoriales qui nous concernaient, qui étaient très tentantes. Il y avait des trucs qu'on ne trouvait pas en occasion, qu'on trouvait insupportable de ne pas avoir. Par exemple, la pensée straight. De ne pas avoir la pensée straight, quand même, ça nous faisait un peu mal. Donc on a commencé à avoir une petite sélection de 9. Ok. Mais ça reste en proportion vraiment très minoritaire par rapport aux livres d'occasion. Trop bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste, par exemple, dire vos prénoms? Marie-Hélène,
Et moi, c'est Françoise. Et voilà. Ok. Les voilà. deux de la librairie. De la librairie. J'aime bien comment vous rangez vos livres. Il y en a à l'horizontale et à la verticale. Ça, c'est parce qu'il y en a trop. Ok. Vous allez vouloir parler toutes les deux ou... Marie-Hélène, elle veut jamais parler, mais elle m'a Françoise surveillée. Ok. qui va présenter ses livres, son parcours livre. Oui, parce Ok. que... Alors, de nous deux, Marie-Hélène préfère les biographies et les livres d'art, parce qu'elle a une formation plutôt histoire de l'art. Et celle qui lit plus de fiction, c'est moi. Ok. Donc, comme tu as dit fiction, ben, j'ai obéi fiction. Oui, Et- c'est ça. Moi, je t'ai demandé. Je me disais que ce début d'année était un peu hard pour Ah ouais. beaucoup de personnes autour de nous, j'ai trouvé. Ah ouais. Et je me suis dit qu'on avait besoin de livres qui nous donnent de la vitalité, quoi. Nous ouvrent l'horizon, nous... Je ne sais pas si mes choix vont te paraître totalement judicieux. Ok. Moi, je suis partie d'une expérience personnelle et j'ai choisi des livres qui ont compté pour moi dans mon identité, dans mon affirmation de mon identité lesbienne. Ok. Des livres que j'ai aimés quand je les ai découverts et que j'aime toujours et que j'aime conseiller. Parce que ce ne sont pas forcément des livres récemment sortis. Vu qu'on est une librairie d'occasion, on n'est pas dans l'actualité la plus brûlante. Mais c'est tous des livres qui, pour les plus anciens, ont été récemment republiés. Donc, Ok. pas de problème. J'espère que ça donnera envie de les découvrir et ils sont accessibles. Ok, super. Mais ils sont parfois un peu noirs. D'accord. Sauf que, comme c'est des histoires lesbiennes, je trouvais déjà que c'était formidable d'avoir accès à une représentation. Le premier livre que j'avais envie de présenter, c'est Le Bois de la Nuit de Djuna Barnes. Parce que c'est beau, et ça s'appelle Dans la langue, ton podcast. Et c'est une langue magnifique. Un peu compliquée parfois, parce que c'est assez... Il y a des réminiscences de Joyce, il y a des choses... Djuna Barnes était amie de Joyce, c'est une autrice américaine qui vivait en France dans l'entre-deux-guerres, qui écrit en anglais. Et moi, j'avais entendu parler de ce livre, on disait, ça raconte l'histoire d'amour qu'elle a vécue avec Thelma Wood. Bon, moi, ça me suffisait pour en avoir envie. Alors, je l'ai un peu cherché. Oui, moi, j'attendais une histoire d'amour entre Djuna Barnes et Thelma Wood. Ok. Un peu romancée. J'étais un peu désarçonnée quand j'ai lu. Ok. J'ai trouvé le livre, finalement, après l'avoir beaucoup cherché, dans une librairie que j'adore, qui est à Toulouse, qui s'appelle Ombre Blanche. Et à l'époque, je n'étais pas du tout branchée livre d'occasion, parce que je l'aurais trouvé d'occasion plus facilement. Je voulais l'avoir en neuf, et alors en neuf, c'était La Croix et la Bannière. Ok. Aujourd'hui, il est republié en poche. Tu te souviens chez qui c'était édité? Oui, je l'ai le livre. Ok. Je l'ai amené. Trop bien. C'était chez Seuil. Ok. C'est exactement lui. Ok. C'est le mien, celui-là. Trouvé chez Ombre Blanche. Et donc, j'étais super contente. Et je l'ai lu. Et là, je suis tombée sur un truc un peu plus complexe, un peu plus bizarre que ce que j'attendais. C'est pas tant une histoire d'amour que une histoire de déchirement amoureux, d'abandon, une sorte de conte onirique. On comprend pas forcément tout, mais c'est pas très compliqué en même temps, on a envie de poursuivre. Il y a une valse à 5 personnages, le mari abandonné, la femme cruelle qui abandonne le mari puis sa maîtresse, la maîtresse qui s'appelle Nora et qui est un peu le personnage de Djuna Barnes. C'est la personne avec laquelle on s'identifie le plus en lisant, qui souffre. La méchante qui lui pique sa copine. Et un personnage incroyable qui s'appelle, il faut que je le lise pour rien louper, le docteur Mathieu Puissant Grain de Sel Dante O'Connor. Ok. Et ça, c'est joycien comme nom. Et ce docteur, c'est le confident de tous les autres, c'est celui qui comprend tout, c'est celui qui est à la lisière entre les mondes, et lui-même a du mal à dealer avec sa masculinité. Il est souvent en robe, et c'est pour moi un des premiers personnages queer de la littérature moderne, Ok. un passeur, et voilà. Tu veux nous en lire un passage? Je voulais lire le début. Notre amie Azélie Fayol, elle lit volontiers les débuts, comme ça, quand elle présente des livres. Ok. Mais c'est pas lesbien, le début. Hein.
D'accord. Mais ça donne bien la langue, la musicalité de la langue. Je trouve que la traduction est belle aussi. Tôt dans l'année 1880, en dépit d'un doute bien fondé sur la judiciosité de perpétuer cette race qui a la sanction du Seigneur et la désapprobation des hommes, Hedwige Volkbein, femme viennoise de grande force et militairement belle, étendue sur un lit à baldaquin d'un riche cramoisi spectaculaire, au lambrequin marqué des ailes bifurquées de la maison de Habsbourg, l'enveloppe de satin du couvre-lit de plumes portant en fil d'or massif et terni les armes des Volkbein, donna naissance à l'âge de 45 ans à un enfant unique, un fils, 7 jours après que son médecin lui eut prédit qu'elle entrerait en travail. C'est la première phrase. Il y a une richesse de description. Après, il y a des choses plus psychologiques, il y a des choses... voilà. Le deuxième livre, je l'adore. Je l'ai découvert à sa sortie en 86. C'est Sphinx d'Angaretta. Sphinx a été récemment republié à l'Imaginaire de Gallimard, dont je voudrais souligner ici le magnifique travail grâce à Margot Gallimard qui a republié des textes lesbiens qu'on a envie de découvrir et redécouvrir. Donc Sphinx, c'est le premier roman d'Angaretta et moi je me souviens de l'avoir vu à la télé à Apostrophe qui était la grand-messe littéraire de ces années 80. J'ai vu ce dandy androgyne, toute jeune, avec ses grosses lunettes type Ray-Ban, et je me suis précipitée pour acheter le livre. Un peu comme à l'époque, on achetait des disques à cause de la pochette. Et là aussi, c'est une sorte de fructueux malentendu. Ok. Parce que c'est une histoire d'amour et une acrobatie littéraire, mais ça n'est pas que ça, loin de là. Alors oui, bien sûr, c'est une acrobatie, puisque... on a dans ce livre 2 protagonistes, je et A, astérisque, astérisque, astérisque. Je dirais juste A pour la suite. Ok. Alors, je et A ont une liaison, c'est donc bien une histoire d'amour, et je et A, on ignorera leur genre tout au long du livre, et ça c'est bien une acrobatie littéraire. Mais c'est surtout une histoire de la perte d'identité dans la relation amoureuse, une histoire de la nuit, du monde de la nuit dans les années 80, et une histoire de dissolution des catégories de genre. Et c'était une magnifique découverte. Le fait d'ignorer le genre des protagonistes, ça fait travailler le lecteur. Alors, j'imagine peut-être si je le lisais aujourd'hui, je serais pas dans le même, tout à fait le même état d'esprit. Mais là, à cette époque-là, je n'ai pas pu m'empêcher de m'interroger très régulièrement et de me répondre des choses contradictoires. C'est 2 garçons, c'est 2 filles, c'est un homme et une femme, mais qui est l'homme et qui est la femme, et de recommencer. Bon, à la fin, on s'en fout, et c'est ça qui est bien. Trop bien. Et c'est une écriture très soutenue. Très soutenue. Tu vas nous en lire un extrait ? Juste la première page. C'est génial. Me souvenir m'attriste encore à des années de distance. Combien au juste, je ne sais plus. 10 ou 13 peut-être. Et pourquoi me faudra-t-il toujours ne vivre qu'en souvenir, en mémoire ? Âme en quête d'incarnation, mais lourde déjà de trop de savoir, au corps fatigué de s'éprouver, pensant et impuissant à la fois, tant la traverser cette obsession d'un ennui dont rien ou presque ne le divertit plus. À l'époque, si je me souviens bien, je décrivais le monde comme un théâtre où auraient dansé au bal macabre des pulsions des théories de cadavres. Anso. Ok. Il y a beaucoup de musique aussi qui traverse ce livre, des musiques de ces années-là. Oh. Et j'ai même croisé une étude sur exclusivement les musiques de Sphinx. Ah, génial. Tu te souviens qui faisait ça ? Pas du tout. C'est quelqu'un qui avait du coup lu Sphinx et Oui. qui avait eu envie de réfléchir Et précisément... précisément sur la musique dans le livre. Ah, fantastique. Voilà. Ok. Donc c'est un livre qui, en tout cas, inspire d'autres personnes Oui. à créer d'autres choses. Ah, moi, je trouve ça très inspirant. Donc on est assez dans le thème que je t'avais donné, entre guillemets, de rendre vivant, c'est-à-dire aussi
potentiellement une œuvre qui t'inspire à créer une autre œuvre, qui inspire elle-même à créer une autre œuvre, etc. etc. Après, je ne pouvais pas faire l'impasse sur Violette Leduc. D'accord. Violette Leduc, c'est une écrivaine magnifique. Elle a donné les pages peut-être les plus brûlantes sur la passion lesbienne. Adolescente, j'étais tombée sur Thérèse et Isabelle. C'est miraculeux, je l'avais trouvée chez le buraliste à côté de la maison qui faisait un peu de papeterie et des livres de poche. Je l'ai pris, mais j'étais très jeune. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'ai bien compris qu'on était dans le vif du sujet. Oui. Mais là, le livre dont je voudrais parler, c'est La Bâtarde, qui a été publié plus tard, en 64, qui est un livre de la maturité, qui raconte un texte autobiographique qui raconte la vie de Violette Leduc depuis sa naissance à ses 37 ans, à peu près. Il y a tout Violette Leduc dedans, ses amours lesbiennes, la guerre, la débrouille, le marché noir, les passions contrariées pour des hommes pas toujours judicieusement choisis. Et là, j'ai trouvé une critique qui disait quelque chose que j'ai trouvé très éclairant, c'est que Violette Leduc avait aimé des homosexuels des deux sexes. Ok. Et ça m'a plu aussi. D'accord. Ça m'a plu. Oui, plutôt que d'aimer un genre, Oui. on aime Il y a une orientation. On va Une dire. orientation. La Bâtarde, c'est aussi le regard d'une femme mûre, enfin au seuil de la vieillesse sur sa jeunesse. Et ça m'a beaucoup touchée aussi. Il y a une distance qu'il n'y a pas ni dans Ravage, qui est plus à chaud, ni dans Thérèse et Isabelle, qui est un morceau de Ravage, Ok. comme on sait. On connaît les premières lignes, mais ça fait toujours son petit effet. Mon cas n'est pas unique, j'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas étudié. J'ai pleuré, j'ai crié. Les larmes et les cris m'ont pris beaucoup de temps. La torture du temps perdu, dès que j'y réfléchis. Je ne peux pas réfléchir longtemps, mais je peux me complaire sur une feuille de salade fanée où je n'ai que des regrets à remâcher. Le passé ne nourrit pas. Je m'en irai comme je suis arrivée, intacte, chargée de mes défauts qui m'ont torturée. J'aurais voulu n'être statue, je suis une limace sous mon fumier. Les vertus, les qualités, le courage, la méditation, la culture. Bras croisés, je me suis brisée à ces mots-là. Alors ça part pas très gai, hein. À chaque fois qu'on le Oui. réentend, ça refait le même effet. Ça je trouve. refait le même effet et on a un écho, forcément. Oui. Il y a cette langue qui est tellement charnelle et qui est tellement chargée de vie. Et quand elle décrit, c'est incroyable, comme c'est chargé de vie. Voilà. Donc ça, c'est ta sélection, les trois? La dernière. Dernière. Et je ne peux pas ne pas, parce que... Ok. Alors ça, je l'adore. Moi, je les aime tous. C'est aussi très dur au début, ce Ah, livre. c'est dur. Tout c'est du long, c'est même. dur tout Moi, du je long. sais que j'ai arrêté au début, c'était trop dur. Ah oui Je suis très sensible et Ah oui, parfois, quand les livres sont trop durs, je les ferme. Ah, c'est vrai que c'est très dur, mais c'est un livre de résilience. Alors, on dit ce que c'est quand Bah, même. disons-le. C'est Stone Butch Blues de Leslie Feinberg. Un livre des excellentes éditions hystériques et associées, fondé par Noémie Grunenwald. Et c'est un livre fondateur, paru pour la première fois en 1993 aux États-Unis, en 2019 en France, enfin. Et c'est une sacrée claque. C'est une sacrée claque. Bon, c'est un livre, présenté comme un roman, mais ça s'inspire beaucoup de la vie de Leslie Feinberg. C'est la vie d'une lesbienne butch dans l'Amérique des années 70 et qui montre de façon crue, directe et violente l'homophobie, le classisme, l'antisémitisme, la transphobie auquel le personnage principal, Jess Goldberg, est confrontée quotidiennement ou presque. Et c'est vrai que c'est très dur. Il y a des moments où on se dit, mon Dieu, ça va repartir là. Avec des violences policières. Oui, vraiment. des violences policières, des viols correctifs. C'est Non, ça. on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Ouais. Mais c'est aussi un livre de résilience. Parce que c'est un livre qui montre le pouvoir de l'amour et le pouvoir de l'engagement pour se sortir de ce marasme de violence. Après, les temps changent aussi. Tout le temps d'ailleurs, en bien parfois, en mal parfois. Là, c'était plutôt en mieux.
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est une leçon de vie. Ok. Je voudrais parler de la traduction de Stone Butch Blues que je trouve magnifique. Parce que le genre, c'est un problème en français qui est quand même difficile à gérer. Le point médian, c'est pratique, mais c'est moche. Enfin, c'est pas très littéraire. Ça ne porte pas d'imaginaire. Alors que là, dans cette traduction qui a été proposée par un collectif, il y a des choix que j'ai trouvés très riches. Par exemple, il y a des adjectifs qui alternent masculin et féminin dans la même phrase et s'appliquant à la même personne. Et je trouvais que ça offrait quelque chose qui était différent du texte anglais. Je ne dis pas que j'ai lu le texte anglais, mais je sais qu'il est accessible librement sur Internet. Donc pour les gens qui savent bien lire l'anglais, à mon avis, ça vaut le coup. Mais ce texte français donne quelque chose en plus. Ah ben peut-être je lis la fin, tiens. Ok. Le bruit d'une dispute de rue, née de la misère, m'a tiré du sommeil. Je n'avais pas envie de revenir dans ce monde. J'ai lutté pour retourner dans le rêve, mais j'étais déjà entièrement réveillée. C'était presque l'aube. J'ai déverrouillé la fenêtre de la chambre et je me suis glissée dehors par la porte de secours. L'air frais était agréable. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenue de la nuit où Teresa et moi avions rompu. Je me suis rappelé comment j'avais plongé mon regard dans le ciel de la nuit, cherchant à entrevoir mon propre futur. Si je pouvais envoyer un message dans le passé à cette jeune Butch assise sur une caisse de lait, ce serait celui-ci. Ma voisine Ruth m'a demandé récemment si je prendrais les mêmes décisions, si toute ma vie était à refaire. Oui, j'ai répondu sans équivoque, oui. Je regrette tellement qu'il ait fallu que ce soit si dur. Mais qui serais-je si je n'avais pas marché le long de ce chemin ? À cet instant, je me sentais au centre de ma propre vie. Le rêve se tressait encore comme des herbes sacrées dans ma mémoire. Je me suis souvenue de l'invitation de Duffy. Imagine un monde dans lequel ça vaudrait le coup de vivre, un monde pour lequel ça vaudrait la peine de se battre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé jaillir mes espoirs. J'ai entendu des battements d'ailes à proximité, j'ai ouvert les yeux. Sur un toit à côté, un jeune homme libérait ses pigeons, comme des rêves s'évanouissant dans l'aube. Oh bah ça fait presque pleurer. C'est une très belle fin. Ouais. Et ça boucle avec Violette Leduc presque. Oui, oui. Enfin, les deux se Oui, répondent. oui, oui. Avec l'extrait avec la première page de La Bâtarde. Bah, merci pour cette sélection, Françoise. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venue jusqu'ici. Jusqu'à Nice. Jusqu'à Nice, de t'être penchée sur notre petite librairie. Je vais aller dire merci aussi à Marie-Hélène. Et alors, bon travail pour couper et nous mettre tout ça au propre. Marie-Hélène, je te dis juste au revoir. Ah, ben mille merci. Vraiment, c'est adorable d'être venu jusqu'à nous. Et voilà, et de découvrir donc une librairie un peu à la marge, on va dire. Mais elle est très, dans ces différents process. Elle est super cette librairie, et puis même toute l'histoire de la galerie. Oui, voilà, c'est un long parcours, on va dire. Voilà, avec différentes étapes. Ça fait quand même une bonne étape. À 15 ans, ça commence à faire une vraie étape. Consultons la libraire. Les livres des monstres nous guident vers la lumière.